Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Près de 3 milliards de francs CFA pour acquérir des technologies de production, de transformation et d'embauche bovine et porcine pour les groupements des femmes dans le cadre du programme spécial de création d'emplois. Le Conseil des ministres a marqué son accord pour l'attribution des marchés. Jeudi et vendredi se tient à Ouagadougou un forum national sur les données ouvertes non sensibles au Burkina. Pour nous en parler, nous recevrons le ministre du Développement de l'économie numérique et des postes. Notre deuxième invité sera le directeur général des éditions Sidwaya qui célèbre à partir de demain les 30 ans de Sidwaya et les 50 ans de l'agence d'information du Burkina, AIB, à travers de nombreuses activités. Réuni en séance ordinaire, le Conseil des ministres de ce 4 juin s'est notamment penché sur 2 dossiers. Le premier rapport concerne l'acquisition des technologies de production et d'embauche bovine et porcine pour les groupements femmes, des femmes dans le cadre du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Quant au second dossier, il est relatif au projet de loi portant autorisation de ratification des amendements au statut de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme. Toubom Evelyne Dabiré, reportage. Au nombre des dossiers étudiés par le Conseil des ministres de ce 4 juin, celui relatif à l'acquisition de technologies pour les femmes dans le cadre du programme spécial de création d'emplois pour cette frange de la population au titre de l'année 2014. 3 milliards de francs CFA seront investis pour diverses technologies. Aujourd'hui, nous avons adopté donc pour 8 lots et il y a 2 qui ont été infructueux que nous allons relancer. Ce sont des technologies essentiellement de production et de transformation pour la transformation des produits agricoles, pour la cuisine, la restauration et pour le tissage, la couture. Donc des technologies destinées aux activités économiques des femmes. Seuls les groupements et associations ont droit à ces technologies remboursables à 50%. Autre condition, être sélectionné par sa commune de résidence. Puis un autre dossier, celui en rapport avec le tourisme. Le Conseil a adopté un texte permettant la ratification des amendements et des statuts de l'OMT, Organisation mondiale du tourisme. Par ce acte, le Burkina Faso réadapte ses textes à ceux de l'OMT. Et ces amendements portent sur 4 points. Le premier déjà, c'est que le statut de l'OMT soit conforme au statut des institutions affiliées à l'ONU, d'une part. Deuxièmement, la fixation de la durée des mandats du secrétaire général. Troisièmement, les catégories de membres a été revue à la baisse parce qu'avant on avait des membres effectifs, des membres associés et des membres affiliés. Alors cette fois-ci, on a supprimé le volet membres affiliés pour ne garder que les membres associés et les membres effectifs. Et puis, quatrième point de ces amendements, c'est le mécanisme de recouvrement des cotisations des pays membres et également les dispositions qui sont prises pour naturellement sanctionner les retards. Le Burkina Faso est membre de l'Organisation mondiale du tourisme depuis 35 ans. Un autre guichet spécial qui suscite un engouement certain auprès des femmes du Burkina était au centre d'une rencontre d'information et d'échange avec les jeunes filles entrepreneurs et les étudiantes promotrices de projets. La rencontre initiée par le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre avait pour objectif de faire connaître davantage cette ligne de crédit de 5 milliards de francs CFA. Toubom Evelyne Dabiré. Cette rencontre d'échange entre les responsables du guichet spécial appui à la promotion de l'entrepreneuriat féminin, ceux en charge de la promotion de la femme et les jeunes filles et étudiantes promotrices de projets répond à 2 préoccupations essentielles. D'abord, informer et sensibiliser cette frange de la population sur les conditions d'obtention des prêts, puis corriger une rumeur, celle qui fait de ces prêts un don. Il y a de la mauvaise information qui circule. De plus en plus, il ressort que c'est des fonds qu'on distribue gratuitement. Donc, nous voulons porter à l'attention du public que ce ne sont pas des fonds qui sont dotés gratuitement. C'est des prêts. C'est des prêts et quand on dit prêt, c'est-à-dire que ça sous-entend qu'il y a un remboursement. Et après cette harmonisation de la compréhension du guichet spécial, les principales concernées se disent intéressées. Nous attendons surtout, c'est de voir vraiment ces projets se réaliser. C'est dire que ces financements
nous parviennent comme il est prévu pour que vraiment nous puissions donc mener à bien nos différents projets. Mais les critères d'obtention des prêts restent les mêmes pour les femmes, les étudiantes et les jeunes filles. Être burkinabé de sexe féminin, avoir entre 18 et 65 ans, avoir un compte bancaire. Et en plus, d'autres critères sont à remplir selon l'activité menée ou la somme demandée. Une délégation de parlementaires maliens conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale malienne s'est entretenue hier avec le chef du Parlement burkinabé, Sungalo Apollinaire Ouattara. La délégation de Bamako était porteuse des messages du président de l'Assemblée nationale du Mali à son homologue burkinabé. Écoutons les précisions du chef de la délégation malienne au micro de Sylvain Vebamba. Je suis porteur des messages du président de l'Assemblée nationale du Mali. Le contenu, je ne connais pas. Mais je me suis entretenu avec lui sur la récente crise survenue au Mali. Entre nous et le Faso, le Burkina, c'est un seul pays. Les pays de la CEDEAO et de l'Union africaine se préparent à Ouagadougou à faire face aux catastrophes naturelles. Les experts qui sont réunis dans la capitale burkinabé partageront leur expérience dans le cadre d'une coopération sud-sud. La rencontre va également contribuer au renforcement des capacités des responsables chargés de la gestion des catastrophes. Reportage Lazare Pouya. Voici un exemple de catastrophe naturelle qu'a connu le Burkina Faso le 1er septembre 2009 dû au changement climatique. Catastrophe qui touche pratiquement tous les pays et toutes les couches sociales. Pour mieux gérer ces catastrophes, la concertation s'impose. Et ces deux cadres de concertation, l'une sur la 8e consultation régionale annuelle des catastrophes en Afrique de l'Ouest et l'autre sur la réunion des responsables de la gestion des catastrophes de l'Union africaine, auront à réfléchir sur les manières de renforcer la préparation et la réponse aux crises humanitaires causées par les catastrophes. La rencontre de Ouagadougou se propose également de renforcer la capacité de la CEDEAO et de l'Union africaine dans l'action humanitaire et la réponse aux besoins des populations vulnérables en cas de catastrophe. Pour le directeur des affaires humanitaires et sociales de la CEDEAO, Dr Daniel Eklou, cette consultation annuelle est d'une grande importance en ce sens qu'elle constitue un cadre de partage d'informations et de bonnes pratiques, de propositions et de coordination en vue de la mise en œuvre de la politique humanitaire de son institution. La Fédération internationale de la Croix-Rouge, co-organisatrice de la présente rencontre, tout en reconnaissant que la région est soumise à des crises humanitaires et politiques, invite les différents acteurs à s'organiser dans l'action contre les catastrophes. Les sécheresses et les inondations provoquent de façon cyclique d'importants dégâts matériels et humains. C'est pourquoi le système des Nations Unies salue la tenue de cet atelier qui permettra de réfléchir de manière approfondie sur une gestion commune de ces catastrophes. En guise d'introduction aux travaux de cette rencontre, le ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale, Alain Zobga, a souligné qu'il est impératif pour les pays de la sous-région, voire du continent, de considérer la préparation, la réduction et la réponse comme une approche globale et intégrée, prenant en compte les dimensions transfrontalières. Les conclusions de cette rencontre de 4 jours seront présentées au sommet humanitaire mondial prévu pour se tenir à Abidjan en Côte d'Ivoire le 19 juin prochain. Un atelier de validation d'une étude sur la gestion de l'eau s'est tenu mardi et mercredi à Ouagadougou à l'initiative de l'autorité du bassin de la Volta. La rencontre, qui était organisée dans le cadre de l'exécution du programme Eau, Climat et Développement, a permis d'évaluer l'état actuel de la gestion de l'eau et des changements climatiques dans le bassin de la Volta. Abdoulou Rasmane Zongo. Le bassin transfrontalier du fleuve Volta est la principale source d'eau alimentant une population de 24 millions de personnes vivant entre le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali et le Togo. Et selon les projections, cette population pourrait atteindre 34 millions d'habitants d'ici 2015. Au regard des pressions exercées par cette population à travers ses activités agro-silvopastorales, des mesures idoines doivent être entreprises pour préserver cette ressource vitale. C'est dans cette optique que l'autorité du bassin de la Volta et ses partenaires ont initié le présent atelier. Une des études qui doit être validée au cours de cet atelier, c'est les principes directeurs au niveau du programme de développement durable au niveau de l'ABV, et à l'autre étude qui concerne l'état des lieux de la gestion de l'eau
et les changements climatiques dans l'espace de l'autorité. C'est-à-dire tous ces différents 6 pays de l'autorité, on va passer en peigne fin le mode de gestion de l'eau dans ces différents pays-là, afin que, vous savez que la ressource eau peut être une ressource qui est partagée par plusieurs pays et il faut donc des principes et des principes directeurs et des règles de conduite pour cette gestion-là. Donc il est question de parler de cela et les études vont être validées au cours de cet atelier. L'Afrique de l'Ouest est la seule région au monde qui est connue 30 années continuellement de déficit. Dans les années de 70, à partir de 70, la situation est en train de s'améliorer, mais cette situation a laissé beaucoup de dégâts sur le domaine de nos ressources hydriques. Il est important que nous en prenions conscience. Cet atelier qui a réuni les délégués des 6 pays concernés et les différents partenaires permettra à l'autorité du bassin de la Volta de déboucher sur des mesures concrètes à mettre en œuvre pour sauvegarder cette ressource. Demain et vendredi se tient à Ouagadougou un forum national des données ouvertes, un événement qui connaîtra une forte participation de la Banque mondiale et qui a pour objectif principal de lancer officiellement l'initiative Open Data au Burkina Faso. Pour l'occasion, nous recevons le ministre du Développement de l'économie numérique et des postes. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci d'être venu ce soir sur ce plateau nous parler de l'Open Data pour lequel le Burkina va s'engager à partir de demain à l'occasion du Forum national. Tout d'abord, dites-nous ce que c'est que l'Open Data. Merci déjà de nous avoir invités. L'Open Data est une initiative, comme vous avez dit, que le Burkina a décidé d'engager avec l'appui de la Banque mondiale. Cette initiative a pour objectif de rassembler sur une même plateforme un certain nombre de données. Des données, j'allais dire, à caractère non personnel. Des données qui ne sont pas sensibles pour permettre à tout un chacun de pouvoir avoir accès à ces données et éventuellement d'avoir une valeur ajoutée sur ces données. Ces données peuvent être utilisées naturellement par les chercheurs. Ces données qui sont produites par le gouvernement, ce sont des données gouvernementales, mais des données aussi produites par la société civile, des données produites également par le privé, pour que les chercheurs puissent les utiliser pour alimenter naturellement leur base de données, pour que les journalistes, la société civile, le citoyen, le secteur privé, les entrepreneurs puissent les utiliser éventuellement pour pouvoir fructifier, les faire fructifier et avoir donc une valeur ajoutée là-dessus. Est-ce que cette plateforme-là est déjà mise en place ou c'est le séminaire, le Forum national qui s'ouvre demain qui va travailler à mettre en place cette plateforme? Nous avons déjà la plateforme qui est en construction. Le projet est déjà mis en place et demain nous allons lancer justement quelque chose qui est très concret avec le ministère de l'Éducation nationale qui s'appelle Nos écoles, nos données. Et là-dedans, par exemple, vous prenez une école sise dans n'importe quelle commune et en un seul clic, vous pouvez savoir déjà quelle est cette école, où est-ce qu'elle est située, combien d'élèves y a-t-il là-bas, quel est le taux de succès, même des agrégés en filles et garçons, et éventuellement aussi savoir mais quels sont les points d'eau à côté de cette école. Quelles sont les structures sanitaires à côté de cette école? Quelles sont les latrines à côté de cette école? Quelles sont les cantines scolaires à côté de cette école? Cela permet aussi que ces données-là puissent être une aide à la décision. Lorsque vous avez envie d'investir, vous pouvez déjà investir là où il y a un désert, par exemple de latrines, et là vous investissez des latrines au lieu d'en faire plus là où on n'en a plus besoin. Monsieur le ministre, pourquoi le Burkina s'est-il engagé dans cette initiative-là? Oui, déjà il faut dire que cette initiative est une initiative apportée par la Banque mondiale. Et le Burkina Faso a donné son accord pour que l'initiative soit installée au Burkina. Il faut dire aussi que jusqu'à présent, il n'y avait que les pays anglophones. Je crois qu'il y a à peine 5 pays anglophones, à ma connaissance, en Afrique, qui étaient élus par la Banque mondiale pour pouvoir endosser ce projet. Pourquoi? Parce que généralement, on estime que les pays anglophones sont beaucoup plus flexibles, beaucoup plus transparentes, etc. Et donc, il se trouve que le Burkina a été évalué par la Banque mondiale et on a estimé que le Burkina, compte tenu d'un certain nombre de critères,
remplissait les conditions pour pouvoir héberger ici à Ouaga l'Open Data. Et donc c'est pour cela qu'ensemble, avec une délégation de la Banque mondiale, nous allons lancer cette initiative et lancer aussi la plateforme qui est en construction et lancer notamment, par exemple, ce dont je vous ai parlé concernant les écoles du Burkina Faso. Alors vous avez esquissé déjà la question que je voulais vous poser sur les avantages qu'on a à adhérer à ce projet-là. Oui, il y a beaucoup d'avantages. Par exemple, c'est l'amélioration de la transparence. Vous avez droit à avoir accès librement sous un format justement qui est spécifique pour que vous puissiez avoir accès librement à ces différentes données. Donc la transparence déjà au niveau du gouvernement, la confiance démocratique et la participation citoyenne aussi, ça c'est quand même quelque chose qui est très important et surtout que dans notre pays la société civile est relativement forte. Il y a aussi l'efficacité de l'action publique puisque comme je vous ai dit, on est capable en un seul clic d'avoir toutes les informations, toutes les données concernant par exemple une école. Ici c'était le cas, mais peut-être demain il s'agira d'hôpitaux, peut-être demain il s'agira d'infrastructures routières. Tout à fait, voilà, pour savoir quelles sont les infrastructures routières qu'il y a dans cette commune, quel est leur état, etc. Et puis enfin, il y a l'innovation économique et sociale et naturellement qui est porteuse de croissance. Donc voilà l'essentiel des avantages que notre pays pourra tirer donc, de cette initiative Open Data. Oui, mais l'ouverture a des limites. Oui, à des limites, parce que tout simplement, les données qui vous concernent personnellement ne seront pas accessibles par le public. Donc, les données militaires aussi? Non, les données en matière de sécurité ne seront pas disponibles. Les données à caractère personnel, c'est pour là que j'ai préféré parler de données non sensibles. C'est uniquement les données non sensibles qui seront à la portée donc, de tous ceux qui veulent naviguer sur cette plateforme-là pour pouvoir trouver des renseignements et des informations qui permettront aux journalistes, aux chercheurs de pouvoir travailler et de donner l'information juste et vraie à la population pour qu'elle puisse analyser. Professeur Jean Kouldiati, le Forum national donc, se tient demain et après-demain. Quel est son objectif principal? Son objectif déjà, c'est lancer notre plateforme provisoire data.gov.bf. Dès lors que ce lancement sera fait, nous allons aller vers nos écoles, nos données, qui s'appellent NENDO en abrégé. Et justement, nous avons à nos côtés la ministre de l'Éducation nationale qui va venir pour qu'on puisse lancer nos écoles, nos données. Et je vous ai déjà expliqué ce que signifie NENDO, nos écoles, nos données, pour pouvoir obtenir toutes les données statistiques non sensibles sur les écoles du Burkina, en particulier, bientôt, demain, peut-être sur les infrastructures. Alors, les attentes de vous, de votre département, de tous ceux qui sont impliqués, vous avez dit que la Banque mondiale arrive avec 7 experts, ça veut dire que c'est une rencontre importante. C'est une rencontre très importante et justement, l'ensemble des partenaires gouvernementaux seront là, la société civile sera là, et le secteur privé sera là. Pour déjà, l'essentiel pour nous, c'est qu'on puisse nous approprier de cet outil qui est très important, parce que cet outil hyper important, il n'est utile que lorsque nous allons nous approprier et pouvoir créer d'autres plateformes aussi, et j'allais dire alimenter cette plateforme-là pour pouvoir permettre que l'ensemble de toutes les données et que bien sûr le privé puisse accepter d'alimenter justement notre plateforme, que la société civile, chaque fois qu'elle produit des données, puisse accepter de les alimenter et ensemble, nous allons avoir une plateforme unique avec des formats particuliers qui permettent donc un libre accès à tout le monde. Voilà, merci beaucoup, professeur Jean Kouldiati, ministre du Développement de l'économie numérique et des postes, qui était venu ce soir nous parler de l'Open Data, initiative que le Burkina va embrasser pour permettre une transparence, pour permettre à tous les utilisateurs, les chercheurs, la société civile, les ONG de pouvoir avoir accès à des données gouvernementales non sensibles, à des données également privées dans le cadre donc de leurs recherches. Merci, professeur, d'être venu ce soir. De rien. La suite du journal, la tournée d'information du président de l'Union nationale des producteurs de coton, l'UNPCB, Karim Traoré, dans la région du Centre-Ouest, s'est achevée lundi dernier dans le Ziro. Cette sortie devait permettre de sensibiliser les producteurs sur les enjeux de la filière cotonnière et recueillir leurs préoccupations dans la perspective d'une plus grande production de coton cette saison. Bouma Ernest Nebier. Accueilli dans une ambiance bon enfant à Sapoui, chef-lieu de la province, le président de l'UNPCB, Karim Traoré, a échangé longuement avec les producteurs de l'or blanc dans cette partie du Burkina. Une rencontre d'échange qui lui a permis de donner des informations justes sur la filière coton et de s'imprégner des difficultés qui vivent les producteurs. Vous savez que la campagne précédente, le prix du coton était fixé à 235 francs.
Cette année, nous avons eu 10 francs de moins par rapport à la campagne défensière. Et nous avons jugé utile de nous approcher auprès des producteurs pour les donner de plus d'informations, surtout sur le marché mondial. Pourquoi le prix a descendu à 235 francs, 235 francs, de 235 à 225. Et aussi les réconforter dans la production cotonnière. Aussi de leur demander d'augmenter les rendements à l'hectare. Ça peut jouer énormément sur les recettes qu'ils peuvent avoir. Nous sommes contents de la visite du président. Sa visite nous a permis de comprendre beaucoup de choses concernant la production du coton. Nous le remercions infiniment et nous lui souhaitons longue vie. Les producteurs ont saisi l'opportunité pour poser un certain nombre de doléances. Des préoccupations qui sont les mêmes que celles des producteurs des autres localités de la région déjà rencontrées. Les doléances que nous avons enregistrées, c'est que toujours les producteurs ont besoin de formation. Ils ont besoin de voyages d'études entre les provinces que nous allons initier dans les années à venir, entre provinces et interprovinces, pour permettre aux producteurs de pouvoir comparer les producteurs d'une province à l'autre. Ils ont parlé aussi des demandes de tracteurs qui beaucoup n'ont pas été satisfaits. C'est une des doléances dont nous allons voir les plus hautes autorités de ce pays. Et aussi, ils ont besoin de l'alphabétisation et d'information. Et aussi, tout le prix des intrants aussi est revenu en comparaison par rapport à d'autres pays, mais nous les avons expliqués par rapport à ça. Et le prix du coton aussi, la baisse du prix du coton sur le marché au niveau de prix fixé, et nous les avons expliqués par rapport au marché mondial. Après le Ziro, ce sera le tour des producteurs de la province de la Kossi, des Banwa, de Kénédougou, de quelques provinces de la région de l'Est et du Centre de recevoir le président de l'UNPCB. Le coton burkinabé est exporté, mais il est aussi transformé sur place par des tisseuses qui mettent sur le marché du faso d'Anfani. Pour valoriser le tissu traditionnel burkinabé, se tiennent les journées promotionnelles du textile initiées par l'association Tegawende. Dans le cadre de cette journée, un défilé de mode a été organisé vendredi dernier à Ouagadougou. Adama Koulibaly. Le faso d'Anfani magnifié dans toute sa splendeur. Gérard Couture, Hervé Création, Is Création, Prince Design, Dao Design, Asta Dao, Ide Mava, tous sur cette scène ont démontré les différentes facettes du faso d'Anfani. En tant que styliste couturière, j'aime bien le faso d'Anfani, comme on le dit, on essaie de travailler dessus pour amener tous les jeunes, nos mamans à porter ça, parce que ça fait vraiment habiller. Il faut que nos sœurs, nos mamans puissent porter ça à chaque fois, quand il y a des cérémonies, même quand il n'y a pas de cérémonies, on peut porter ça à tout moment. 5e édition du genre initiée par l'Union des professionnels du textile, c'est une soirée de partage d'expériences et d'ambition entre ces acteurs de la mode. Ce soir, c'est les JIVA, journée de valorisation du textile artisanal, que chaque année nous essayons de le faire. Pourquoi cette journée? Parce que ça permet de montrer un peu ce que Hyprotex fait. Cette journée a commencé le 29, qui finit le 1er juin. Donc les activités, c'est quoi? C'est exposition-vente. On expose les matières premières locales, c'est qu'on fait, qu'on appelle le faso d'Anfani. Et puis on a eu aussi des conférences de débat. Et ce soir, c'est le défilé qu'on est en train de faire. Je suis satisfait quand j'ai vu ce que les créateurs ont montré ce soir. C'est sur ces notes de satisfaction de cette édition que les organisateurs se sont donné rendez-vous l'année prochaine pour d'autres nouvelles inspirations. L'Organisation catholique pour le développement et la solidarité OCADES Caritas, en partenariat avec le Christian Relief Service, met en œuvre dans la région du Sahel un nouveau projet. Le projet qui vise l'amélioration des conditions de vie des populations par le renforcement de leur productivité a été présenté la semaine dernière à Dori, où nous retrouvons Vincent Tiendrepego. Fonds de semences, foire aux animaux, nutrition et communauté d'épargne et de crédit interne dans le Sahel. C'est l'intitulé du projet à mettre en œuvre dans 7 communes des provinces du Soum et du Séno. Ce projet de l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité OCADES Caritas a été lancé ce 28 mai 2014 à Dori en présence de responsables des localités bénéficiaires.
C'est un projet de dotation de coupons pour des semences améliorées et des coupons également pour des petits ruminants au profit des populations vulnérables et également des activités dans le domaine de la nutrition et l'accompagnement de la population dans le domaine économique pour qu'ils puissent se constituer des communautés de crédit d'épargne à l'interne au sein des populations même. D'un coût de 240 millions de francs CFA, le projet sera exécuté avec l'appui de l'ONG Christian Relief Service. On va aussi sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques nutritionnelles. Donc, on espère qu'on va renforcer les capacités des populations vulnérables au Sahel pour mieux faire face au choc. Ça vient à point nommé dans la mesure où les populations ont été effectivement touchées par les problèmes alimentaires. Ça touche en tout cas aux problèmes de sécurité alimentaire, en tout cas qui est un des problèmes qui se posent dans notre région. Convenablement exécuté, le projet devrait donc apporter un soulagement à ces populations du Sahel, leur permettant d'accroître leur production pour pouvoir faire face aux besoins existentiels dans un environnement contraignant. Les éditions Sidoaya font d'une pierre deux coups. À partir de demain et ce jusqu'au 7 juin, elles célèbrent les 30 ans du quotidien Sidoaya et les 50 ans de l'agence d'information du Burkina AIB. Le comité d'organisation de ce double événement a rencontré la presse pour lui donner les grandes articulations de cette célébration. Reportage Karim Patrick Namouanou. Une célébration, deux anniversaires, les 30 ans du quotidien Sidoaya et les 50 années de l'agence d'information du Burkina AIB. Les éditions Sidoaya veulent ainsi faire d'une pierre deux coups. Le programme d'activité prévoit sur 3 jours des journées portes ouvertes, la cérémonie officielle, un forum sur les éditions Sidoaya, des jeux de société, du sport et des sorties touristiques. Le comité d'organisation veut aussi rendre hommage aux aînés qui ont porté le journal sur les fonds baptismaux. La jeunesse occupe véritablement toute sa place parce qu'une jeunesse qui n'a pas de repère ne peut pas véritablement choisir où elle veut aller. Donc c'est pour permettre à cette jeunesse-là de s'appuyer sur quelque chose, parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur le vide pour se lever. C'est pour permettre à cette jeunesse d'avoir un repère, de pouvoir s'orienter, de pouvoir s'appuyer sur quelque chose de durable et de solide pour se lancer, que nous avons voulu rendre hommage aux aînés, ceux qui ont tracé les sillons sur lesquels nous sommes engagés aujourd'hui pour pouvoir avancer. Ces anniversaires seront une opportunité pour fraterniser avec des confrères d'ici et d'ailleurs, à l'occurrence avec des Ivoiriens, des Nigériens et des Sénégalais. Mais le mérite revient aux abonnés des dépêches de l'agence d'information du Burkina et aux lecteurs des Sidoaya quotidiens que les journalistes ont toujours servi avec professionnalisme. Nous sommes des professionnels et c'est cette carte-là que nous jouons actuellement. Et je dois dire que sur le terrain du professionnalisme, Sidoaya n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Sidoaya sait ce qu'il fait, Sidoaya sait où il va. Et si vous revisitez un peu les derniers palmarès des Galiens, vous saurez que Sidoaya n'est pas le dernier dans la place. Les 5, 6 et 7 juin prochains, la fête sera belle aux éditions Sidoaya, à en croire le comité d'organisation. Seuls les participants pourront le confirmer. Voilà, nous recevons à ce sujet le directeur général des éditions Sidoaya, Rabaki Aboubakr Zida. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir. Alors, vous êtes déjà entendu placer cet anniversaire-là sous le signe des anciens. Est-ce que c'est le signe, le seul que vous retenez dans le cadre donc de cette double célébration des 30 ans de Sidoaya et des 50 ans de l'agence d'information du Burkina l'AIB? Oui, en effet, nous plaçons cette célébration sous le signe de l'hommage aux anciens parce que quand vous revisitez un peu l'histoire de Sidoaya, qui a été créée sous la Révolution pour servir une cause, et cette cause-là, c'était véritablement la Révolution. Sidoaya a été créée pour être une sorte de porte-voix de la Révolution, c'est-à-dire la voix de son maître. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte démocratique et on se demande comment un journal qui a été créé pour servir une cause qui n'existe plus, comment ce journal-là continue d'exister. Et ce journal continue d'exister tout simplement parce qu'il y a eu des gens avant nous qui ont compris que Sidoaya a toute sa place dans le paysage médiatique de notre pays et qui ont su opérer des choix, qui se sont sacrifiés, qui ont fait de telle sorte que le passage d'une période à une autre ne soit pas
ne marque pas la fin de cette aventure, mais plutôt que le journal puisse se revêtir et pour se donner de nouvelles ambitions, et celles qui consistent véritablement à porter l'information juste auprès des populations de notre pays. Alors, Citoyen, c'est le journal de tous les Burkinabés, c'est le quotidien qui est au service de tous les Burkinabés. Est-ce que vous arrivez véritablement à répondre à ce souci-là d'être au service de tous les Burkinabés? Est-ce que vous n'êtes pas tiraillé par un camp et contre un autre? Être le journal de tous les Burkinabés suppose que Citoyen est ouvert à toutes les tendances, c'est ce que nous faisons actuellement, que ce soit des tendances religieuses, politiques, philosophiques, et toute personne qui est au Burkina et qui sollicite les services de Citoyen et trouve toujours une réponse positive. Et nous sommes au service de tous les Burkinabés, et cela signifie que nous travaillons pour tout le monde. Mais il y a une chose, il ne faut pas se voiler la face, le journalisme fonctionne sur la base des faits. Et tant qu'il n'y a pas de fait, tant que vous ne faites rien, vous ne pouvez pas vous imaginer figurer dans les colonnes des Citoyens. Donc nous travaillons véritablement à porter au quotidien et les faits et gestes des Burkinabés d'ici et d'ailleurs et à la connaissance de l'ensemble des populations et l'ensemble du public des Citoyens. Maintenant, ceux qui ne font rien ou bien qui posent des actes qui sont contraires à la philosophie et à la ligne des Citoyens et ne peuvent pas se surprendre de ne pas être dans nos colonnes. Alors demain seront lancées les activités donc, de ce 30e anniversaire et de ce 50e anniversaire et donc de Citoyen et de l'AIB. Et quelles sont les activités phares sur lesquelles vous allez revenir? Parce qu'on a entendu qu'il y avait des jeux de société, il y a des sorties à Lango, il y a des visites touristiques, il y a des matchs de football, de Maracana et tout. Mais quelles sont les activités phares que vous avez retenues dans le cadre donc, de cet anniversaire? Nous avons voulu véritablement organiser cette commémoration, mais dans un esprit de partage et de communion. L'esprit de partage et de communion se traduira déjà à travers la publication d'une édition spéciale et spécial témoignage. Nous avons rencontré une 60aine de personnes anciennes qui sont passées par Citoyen et qui beaucoup sont à la retraite, d'autres vaquent à d'autres occupations. Nous avons recueilli des témoignages en 3 axes. D'abord les souvenirs et l'état actuel, de la lecture qu'ils font des Citoyens actuels et les perspectives pour le Citoyen de demain. Et nous allons publier ce journal-là au plus tard le jeudi. Ça, c'est déjà une activité importante parce que ça permet de marquer d'une pierre blanche cette commémoration. Les autres activités, il y aura une soirée récréative, notamment un gala dans la salle des banquets le vendredi. Nous avons également prévu, comme vous le dites si bien, des activités sportives, notamment un Maracana, qui sera l'occasion pour l'ensemble de la presse de notre pays et même des écoles de formation en communication journaliste de se rencontrer, d'échanger, de confraterniser sur un terrain de football. Nous allons également organiser des journées portes ouvertes pour que ceux qui le désirent viennent visiter à la fois Citoyen à Ouaga, l'AIB à Ouaga et également Citoyen à Bobo pour savoir quelles sont les réalités qui sont les nôtres, comment est-ce que nous travaillons au quotidien, comment est-ce que nous nous organisons, parce que beaucoup ne connaissent pas la réalité Citoyen. Pour beaucoup, c'est comme si le temps s'était arrêté et au moment de la révolution quand Citoyen était ce qu'il était. Beaucoup ne savent pas qu'aujourd'hui, Citoyen a changé de statut, Citoyen a obligation de résultats, Citoyen est devenu une entreprise publique qui voit véritablement ses comptes et ses exercices financiers passer au fin lors de l'Assemblée générale de la Société d'État. Beaucoup pensent que Citoyen est resté comme ce qu'il était, une sorte de boîte qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas d'ambition et que l'État injecte mensuellement des salaires pour payer les gens. Citoyen n'est plus ça. Citoyen a obligation de résultats. Et nous devons nous permettre, et nous devons travailler au quotidiennement. C'est un défi qui se présente à vous dans le cadre de vos ambitions, c'est-à-dire permettre à Citoyen d'être plus, j'allais dire, plus prospère, plus rentable. Oui, c'est ce que nous faisons vraiment au quotidien, c'est le discours que nous tenons quand nous rencontrons, quand nous échangeons avec le personnel, parce que j'ai l'habitude de dire aux uns aux autres que absolument personne n'est obligé de lire Citoyen. Si les gens lisent Citoyen, c'est parce qu'ils trouvent de l'intérêt, c'est parce qu'ils trouvent à l'intérieur des choses qui les intéressent. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à acheter un journal, parce que faut pas. La différence que nous faisons parfois entre la presse écrite et puis les autres types de médias, c'est que la presse écrite est d'accès payant. Vous devez payer le journal pour le lire. C'est bien vrai qu'il y a des sous-abonnés, mais au départ, il y a quelqu'un qui achète. Ce n'est pas comme à la radio où il suffit de capter, etc., etc. Donc, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un de débourser de l'argent pour acheter quelque chose qui ne l'intéresse pas. Alors que Citoyen n'est pas aujourd'hui dans cette tendance. Je dois dire ici en passant que nous avons été voir notre ministre. Est-ce que vous ne prenez pas, comme nous, l'information gouvernementale comme un boulet au pied? Non,
ça, ce n'est pas véritablement le problème de Sidoaya actuellement. Parce que nous, trop de séminaires, trop d'ateliers, trop de... On n'est pas dans cette tendance. Pour quelqu'un qui se donne la peine de feuilleter le contenu de Sidoaya, trouvera qu'il y a de l'information et autre que l'institutionnel. Nous avons ce que nous appelons les papiers d'initiative personnelle, qui une sorte d'opportunité que nous offrons à chaque journaliste en fonction de ce qu'il a observé, en fonction de ses aspirations, de proposer des sujets et nous mettons à sa disposition les moyens pour qu'il aille le faire, que ce soit au Burkina ou hors de nos frontières. Nous avons une équipe de reportage qui vient de rentrer de Lomé et 2 personnes y sont allées et les papiers sont diffusés au fur et à mesure que les éditions se suivent. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Et nous sommes actuellement dans une perspective d'augmentation du tirage du journal. Si on augmente le tirage, ce n'est pas pour les ranger dans les tiroirs, c'est parce que ça intéresse les gens, c'est parce que le journal ne suffit pas que nous augmentons le tirage actuellement. Et nous sommes depuis pratiquement 1 mois, en train d'expérimenter un nouveau produit qui s'appelle le Sidoaya Mobile. Sidoaya Mobile fait l'information via le téléphone portable. Et depuis l'espace d'1 mois que nous avons expérimenté ce produit, je dois dire que nous sommes actuellement à plus de 6 000 abonnés. Et si les gens, ce n'est pas gratuit parce qu'il faut débourser une certaine somme pour pouvoir avoir accès. Et comme ce n'est pas gratuit et que nous sommes actuellement environ 6 000 personnes, ça veut dire véritablement que le contenu intéresse les gens. Alors, monsieur le directeur général des éditions Sidoaya, très rapidement, qu'est-ce que vous attendez en un mot de cette célébration, la participation des citoyens, la participation de vos confrères et tout? Qu'est-ce que vous attendez pour clore? Nous attendons de cette célébration, au-delà des aspects festifs, c'est l'occasion de faire une introspection, c'est l'occasion de voir où nous en sommes aujourd'hui et où est-ce que nous voulons aller demain. Donc c'est véritablement ça qui est notre préoccupation. C'est l'occasion d'amener les uns et les autres à mieux découvrir Sidoaya et à mieux l'accompagner. C'est l'occasion également de faire une sorte de plaidoyer pour que Sidoaya bénéficie d'un accompagnement. Nous en bénéficions aujourd'hui, mais nous voulons un peu plus pour nous permettre véritablement de réaliser nos ambitions. Donc voilà un peu le contenu que nous voulons pour cette célébration des 30 ans du quotidien Sidoaya et des 50 ans de l'agence d'information du Burkina. Joyeux anniversaire à vous et bonne fête à tous les confrères des éditions Sidoaya qui fêtent à partir de demain les 30 ans du quotidien Sidoaya et les 50 ans de l'agence d'information du Burkina. Nous avons reçu à cette occasion le directeur général des éditions Sidoaya qui est venu nous parler donc de cette célébration qui aura lieu demain à Ouaga et à Bobo-Dioulasso. Merci, directeur général. Merci. Restez avec nous pour la suite du journal. La série de soutenance à l'École nationale de l'administration et de la magistrature ENAM a débuté hier. Premier impétrant a passé devant le jury François Bangou qui a soutenu autour du thème « Autorité de régulation des marchés publics, une institution pour une meilleure gestion des marchés publics ». Pour la pertinence et la qualité du thème traité, il a reçu la note de 16,5 sur 20. Zalissa Sanfo, reportage. La série des soutenants s'ouvre à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. Et c'est Namoussa François Bangou, prétendant à la fonction d'administrateur civil, qui est le premier à se jeter à l'eau. Et c'est une plongée plutôt réussie. 16,50. C'est la note qu'il a obtenue après avoir épluché le sujet sur Autorité de régulation des marchés publics, une institution pour une meilleure gestion des marchés publics. Nous avons abouti à ce que la RMP effectivement peut amener l'assainissement des marchés publics au Burkina Faso si on lui donnait les moyens et l'autorité nécessaires pour qu'elle puisse fonctionner librement. L'administration de l'ENAM espère que tous les sujets qui seront traités vont être aussi pertinents et bien menés afin que le Burkina Faso dispose de travaux scientifiques à même de lui permettre d'entreprendre des réformes si nécessaires pour de meilleures prestations de services. On exige que la soutenance porte sur des sujets, un sujet récurrent de l'administration ou le sujet actuel. Bon, dans le cas d'espèce, vous avez remarqué, le candidat a travaillé sur l'autorité de régulation des marchés publics. Vous savez que les marchés publics constituent, comme il a été souligné dans l'exposé, 25% des dépenses de l'État et que c'est en même temps le domaine de prédilection d'un fléau qui ne cesse de gangréner nos sociétés. Vous savez de quoi je veux parler, la corruption. À l'image de Bangou, pendant plus de 2 semaines, ce sont des centaines de candidats qui vont se succéder devant différents jurys pour défendre leurs travaux, chacun selon son domaine.
La deuxième Assemblée générale ordinaire de la coordination nationale des instituteurs principaux du Burkina s'est tenue vendredi à Ouagadougou, placée autour du thème « Place et rôle de l'instituteur principal dans le continuum éducatif ». Cette rencontre visait à outiller les instituteurs sur leur place dans la mise en œuvre du transfert du préscolaire et du post-primaire au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Moumouni Soubega. Au menu de la deuxième Assemblée générale des instituteurs principaux, la problématique de l'implication de ces corps dans le continuum éducatif. C'est une initiative de la coordination nationale des instituteurs principaux du Burkina qui entend jouer pleinement son rôle dans la mise en œuvre de cette réforme qui consacre le transfert du préscolaire et du post-primaire au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Comme vous l'avez appris depuis un certain temps, il y a une réforme au niveau de l'enseignement et surtout au niveau de l'enseignement primaire qui consiste à un transfert du post-primaire et une partie du secondaire au primaire. Donc désormais, c'est la manière en troisième, ça sera le ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est un changement important et c'est une première. Donc il faut que tous les acteurs soient sérieusement imprégnés et je pense que c'est pour ça que nous aussi à notre niveau, en tant que mouvement associatif, en tant que force de proposition, en tant que partenaire social du ministère, nous voulons déjà outiller nos membres, tout en sachant que le ministère a déjà fait beaucoup de choses dans ce cadre, mais nous aussi nous voulons les former afin qu'ils puissent être des relais auprès de ceux qui encadrent. De l'avis du parrain, le secrétaire exécutif du cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base, c'est une initiative à saluer. Je dirais qu'elle est pertinente, étant donné aussi que le sujet est un sujet d'actualité. Et il est important également que l'information qu'on reçoit dans ce genre de circonstances soit une information venue de la source. Alors c'est pour ça qu'il faut saluer l'initiative d'avoir convié le ministère à faire une communication et avoir saisi l'opportunité d'une instance statutaire qui connaît la participation du plus grand nombre. Au total, 134 instituteurs principaux des 13 régions ont pris part à cette deuxième Assemblée générale ordinaire. Une Assemblée générale qui a également permis de faire le bilan de l'année écoulée. Toulfé, dans la commune de Titao, dans le Loroum, a désormais son collège d'enseignement général CEG. Cet établissement a vu le jour grâce à la société minière B2 Gold qui œuvre ainsi aux côtés des autorités burkinabées pour une meilleure scolarisation des enfants. Samedi dernier, les clés du CEG ont été remises aux autorités locales au cours d'une cérémonie. Dramanso. Un vœu de la population de Toulfé dans la commune de Titao vient de se réaliser. La société minière B2 Gold, par cette coupure de ruban, offre un collège d'enseignement général à cette localité. C'est un bâtiment de 4 classes d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Cette cérémonie marque la remise officielle de l'infrastructure scolaire aux autorités locales. C'est une très grande solution parce que déjà ça va nous permettre de garder les enfants sur place. Ça va réduire les distances et en plus de cela, les filles qui avaient vraiment des problèmes de grossesse non désirée parce qu'elles sont dans des maisons abandonnées à elles-mêmes. Donc tout ça, ça sera résolu par cette infrastructure. Le ministre en charge des mines et celui de l'enseignement secondaire, parrain de la cérémonie, ont à travers leurs représentants invité les élèves à prendre soin de cette maison du savoir. Cet événement a aussi été une occasion de célébrer l'excellence à l'école. Les meilleurs élèves ont reçu des kits scolaires et des vélos. Nous utilisons des intellectuels comme des géologues qui travaillent sur le terrain. Ces géologues sont sortis aussi de certaines écoles. Donc on espère que si dans la zone nous avons la chance de trouver ce que nous recherchons, à savoir l'or, pourquoi pas utiliser demain des géologues issus de cet établissement. Donc il faudrait que nous formions ces différentes populations qui travaillent avec nous. Les enseignants et les parents d'élèves ont aussi saisi l'opportunité pour transmettre leurs doléances aux autorités locales. Bon, vraiment, en tout cas, je suis très content d'avoir un CG chez nous tout le fait. Les difficultés sont le manque de table-banc, le bureau du directeur. Avec équipement, les forages. Le CEG de Toulfé est le fruit d'une collaboration réussie entre l'entreprise minière B2 Gold et les populations locales au service du développement. C'est tout pour cette édition de 20h. Merci de l'avoir suivi. Nous reviendrons dans quelques instants pour le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 4 juin. Excellente soirée à toutes et à tous.